Dans cette première vidéo du chapitre des fonctions usuelles, on va parler des fonctions puissance. Donc, on va les définir, en fait, on va généraliser les fonctions puissance que vous connaissez avec des exposants entiers aux fonctions puissance avec des exposants non entiers. Donc on va en fait étudier la fonction qui a x associe x puissance alpha avec alpha réel. Donc on va se poser la question de ça c'est défini pour quelle valeur de x je peux définir ça et de quelle manière je vais définir ça. Ça va nous permettre d'expliquer rigoureusement pourquoi racine de x, vous avez l'habitude, vous savez qu'on peut noter ça x puissance 1,5, donc on va voir ça dans ce cours, ainsi que la fonction exponentielle, pourquoi on la note de cette manière-là, donc comme une puissance en fait, comme e à la puissance x. On va expliquer ça. À noter que dans cette vidéo, je suppose connu la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Je ne vais pas les construire ici, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc on les connaît et on connaît leurs propriétés. Alors pour rappel, si E est un ensemble muni d'une multiplication et que x est un élément de E, si je prends un entier naturel n, x puissance n, c'est tout simplement défini comme le produit de x par lui-même n fois. Donc ici, ce n'est pas forcément des réels, ça peut être n'importe quoi, tant qu'on peut multiplier. Donc par exemple, ça peut être des complexes, ou alors des matrices, ou des fonctions, des polynômes, enfin tout ce qu'on peut multiplier. On définit donc x puissance n de cette manière-là. En particulier, x puissance 0, c'est un produit vide, donc ça va être l'élément neutre pour la multiplication. Donc à savoir, si je travaille dans l'ensemble des réels, ça va être 1. Si je travaille dans l'ensemble des matrices, ça va être la matrice identité. Ou alors la fonction constante égale à 1 pour les fonctions, etc. Okay, donc voilà comment on définit x puissance un entier naturel. En outre, si x est inversible, donc ça peut être donc un réel inversible, un nombre non nul, ou alors une matrice inversible, ou alors une fonction qui ne s'annule jamais, on dispose de l'inverse. On sait que ça se note, l'inverse par exemple d'un nombre réel non nul, c'est x puissance moins 1. Pareil pour les matrices, on note ça de la même manière. Donc on va pouvoir définir x puissance moins n comme x puissance moins 1 à la puissance n. On a ainsi défini x puissance n en fait pour n'importe quelle puissance entière mais relative. Okay, on va commencer par rappeler ce que c'est que les puissances avec des exposants entiers. Alors là, je me place pas forcément dans l'ensemble des réels, je me place sur n'importe quel ensemble muni d'une multiplication. Si je prends un élément de grand E et n un entier naturel, x puissance n, c'est tout simplement x multiplié par lui-même n fois. Donc ça, c'est vrai pour x, un nombre réel, mais aussi pour x, un nombre complexe, ou alors pour une matrice, une fonction ou un polynôme, n'importe quel élément d'un espace muni d'une multiplication. En particulier, si je regarde x puissance 0, c'est un produit vide. Donc on sait qu'un produit vide, c'est égal à l'élément neutre pour la multiplication. Donc par exemple, si je travaille dans R, x puissance 0, c'est le neutre pour la multiplication dans R, c'est-à-dire le nombre 1. Si je travaille dans l'ensemble des matrices, ça va être le neutre pour la multiplication de l'ensemble des matrices, c'est-à-dire la matrice identité. Ça va être la constante égale à 1 pour les fonctions, le polynôme 1 pour les polynômes, etc. Si en plus x est inversible, donc par exemple si je travaille dans R, tout élément non nul est inversible, ou alors si je considère une matrice inversible ou une fonction qui ne s'annule jamais, donc dès qu'on a un élément qui possède un inverse, on va pouvoir définir x puissance moins n comme x puissance moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire, on revient à la définition d'une puissance entière, donc c'est x puissance moins 1 fois x puissance moins 1, etc. Donc l'inverse du nombre multiplié par lui-même n fois. Donc ça nous permet de définir en fait x puissance n pour n'importe quel entier relatif cette fois. Okay, donc je rappelle, par exemple, si je travaille avec les nombres réels, x puissance 3, c'est tout simplement x fois x fois x. Si je regarde x puissance moins 3, dans le cas où x est inversible, donc un réel différent de 0, c'est tout simplement l'inverse de x, donc on peut noter x puissance moins 1, multiplié par lui-même 3 fois. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Maintenant, on va se placer dans un cas particulier, on va se placer dans le cas où x est un réel strictement positif. Dans ce cas particulier, on dispose de la fonction logarithme, ce qui va nous permettre d'écrire
que pour tout n appartenant à grand Z, on a x puissance n, on peut le voir comme exponentielle de log de x, donc ça me donne x, le tout à la puissance n. Okay, ce qui me donne en fait, par propriété de la fonction exponentielle de n fois log x. Okay, donc en fait, cette chose-là est égale à x puissance n. Et en fait, on s'aperçoit que ceci, bien, en fait, je n'ai pas besoin que n soit entier pour le définir. En fait, je peux très bien définir exponentielle de alpha ln de x pour n'importe quel alpha réel. Eh bien, c'est cela qui incite à étendre la définition des puissances. En fait, on va définir x puissance alpha pour alpha réel comme exponentielle de alpha log de x. Et donc ça marche uniquement si x est strictement positif. C'est ce qu'on vient de dire précédemment. Ainsi, la définition des puissances quelconques, eh bien, je vous rappelle que ce qu'on vient de voir, pour un réel strictement positif, et attention, alpha, un réel quelconque, on définit x puissance alpha comme exponentielle de alpha log x. Donc on se rend bien compte quand on l'écrit comme ça que alpha ça peut vraiment être égal à n'importe quoi. Par contre, il faut bien prendre un x strictement positif pour que le log de x soit défini. Et c'est en fait seulement maintenant qu'on a donné cette définition qu'on va comprendre pourquoi on écrit exponentielle t, qu'on écrit exponentielle t sous cette forme-là. Alors en effet, on pose le réel e égale exponentielle 1, ok, et on constate alors que pour tout t appartenant à R, e puissance t, d'après la définition de la fonction puissance que je viens de donner, c'est exponentielle de t log de e, c'est-à-dire en fait exponentielle t. C'est la définition de la fonction puissance qui nous permet de comprendre pourquoi en fait depuis le début on note exponentielle t sous cette forme-là, c'est-à-dire e, donc le réel qui vaut exponentielle de 1, à la puissance t avec t n'importe quel réel. Donc ça permet d'alléger l'écriture et en conclusion on va pouvoir écrire x puissance alpha. Donc d'après notre définition, c'est exponentielle de alpha ln de x. Et on va l'écrire sous cette forme-là, donc e puissance alpha ln de x en fait. Pour tout x strictement positif et alpha réel. Et voilà, on a défini donc, les puissances de nombres strictement positifs pour n'importe quelle puissance donc réelle, pour n'importe quel exposant réel. Alors on va passer aux règles de calcul. Donc en fait, les règles de calcul sur les fonctions puissance que vous connaissez déjà, en fait, s'étendent aux puissances réelles. En effet, donc ici, il y a 5 propriétés dans ma proposition. X puissance moins alpha, c'est 1 sur x puissance alpha, donc ça pour tout x strictement positif et alpha réel. Log de x puissance alpha, c'est égal à alpha log de x. Xy puissance alpha, c'est égal à x puissance alpha, y puissance alpha. X sur y puissance alpha, c'est x puissance alpha sur y puissance alpha. Quand je fais x puissance, une somme d'exposants, c'est x puissance alpha fois x puissance bêta. Et la dernière, x puissance alpha, le toit à la puissance bêta, mes exposants se multiplient. En fait, toutes les règles de calcul que vous connaissez sur les fonctions puissance avec des exposants entiers, eh bien, fonctionnent également ici avec les fonctions puissance, à condition bien sûr de prendre des réels strictement positifs, et donc avec des exposants réels. On va pas tout démontrer, on va en démontrer une, par exemple la 4. Et par contre, je vous invite à faire le reste. C'est un très bon exercice d'essayer de démontrer ça. Donc nous, on va démontrer uniquement la 4 pour voir comment ça fonctionne. Et on va revenir à chaque fois à la définition. Donc j'ai un x strictement positif à la puissance alpha plus bêta. Donc ça, par définition, c'est exponentielle de alpha plus bêta ln de x que je note sous cette forme-là, donc e puissance alpha plus bêta log de x. Maintenant, je vais distribuer dans mon exponentielle, donc c'est exponentielle de alpha log x plus bêta log x, et les propriétés de la fonction exponentielle me permettent de dire que c'est exponentielle de alpha log x multiplié par exponentielle de bêta log x. Ici, je reconnais x puissance alpha, et ici je reconnais la définition donc, de x puissance bêta. Et ma propriété 4 est démontrée. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire la même chose pour les autres, c'est un bon exercice pour manipuler les puissances.
Alors en particulier, cette définition en fait, va nous permettre de comprendre pourquoi vous écrivez depuis le début, enfin depuis un certain temps, depuis le lycée, x puissance 1 demi égale racine de x. Alors en effet, pour x strictement positif, x puissance 1 demi est strictement positif. Et il vérifie quand je le mets au carré, x puissance 1 demi mis au carré, d'après les propriétés que je viens d'énoncer, c'est x puissance, je multiplie mes exposants, donc 2 sur 2, c'est-à-dire x. Okay, donc en fait, x puissance 1 demi, c'est un réel strictement positif qui mis au carré vaut x. Bien en fait, ça c'est la définition de la racine carrée. Je vous rappelle que la racine de x, comment on la définit? C'est le nombre positif, donc le nombre, je vais l'appeler a, positif tel que a au carré égale x. Donc là, on vient de voir que, comme x puissance 1 demi, c'est un nombre au carré c'est un nombre qui au carré donne x, et qui a, en fait, par unicité, on a donc racine de x égale x puissance 1 demi. Donc ça pour x strictement positif. En fait, plus généralement, et pour la même raison, x puissance 1 sur n, c'est en fait la racine énième de x. En effet, je fais la même chose pour tout x strictement positif. Si je regarde x puissance 1 sur n, le tout à la puissance n, ça me donne, d'après les propriétés que j'ai énoncées juste au-dessus, x puissance n sur n, c'est-à-dire x puissance 1, c'est-à-dire x. Et donc, x puissance 1 sur n, c'est l'unique antécédent positif par la fonction qui a été associée t puissance n, c'est-à-dire c'est la racine énième de x. Et on a bien cette égalité. Maintenant qu'on a vu la définition de ce que c'était x puissance alpha pour x strictement positif, en fait on va se fixer un alpha réel et on va étudier la fonction f indice alpha qui va de r étoile plus dans R et qui à x associe justement x puissance alpha, donc égale exponentielle de alpha log de x. Donc il faut bien que x soit strictement positif pour que ceci soit défini, je vous le rappelle. Et on va s'intéresser du coup à l'étude de cette fonction, donc la dérivabilité, les variations, etc. Alors pour commencer, par composition de fonctions dérivables, effectivement la fonction qui a x associe log de x, elle est dérivable sur r étoile plus, multipliée par alpha quelconque, elle est encore dérivable, et par composition avec l'exponentielle, c'est encore dérivable. Et on a la dérivée, pour tout x strictement positif, f alpha prime de x, c'est en fait alpha x puissance alpha moins 1. On constate que ça fonctionne exactement comme la dérivée des fonctions puissance entières. C'est-à-dire qu'on diminue l'exposant de 1 et cet exposant alpha se retrouve devant le x. Alors on va voir pourquoi c'est vrai. Pour dériver x puissance alpha, pour dériver la fonction f alpha, en fait, je vais utiliser la formule de la dérivée de exponentielle d'une fonction. Donc je sais que c'est u' exponentielle u. Mon u ici, ce que j'appelle u, c'est la fonction qui a x associe alpha log de x. Donc je sais que pour tout x strictement positif, u' de x, c'est alpha fois 1 sur x. J'ai donc pour tout x strictement positif, f alpha prime de x qui est égal à u', donc alpha sur x, fois exponentielle u, donc c'est-à-dire exponentielle de alpha log de x. Ceci, je le réécris avec, avec mes exposants, donc c'est x puissance alpha sur x, et donc que je peux écrire comme x puissance 1, et d'après les règles de calcul des fonctions puissance, en fait, ça me donne bien alpha fois x puissance alpha moins 1. Ok. Donc ce qu'on peut en déduire de cette dérivée, c'est les variations des fonctions. Donc qu'est-ce qu'on constate? Si alpha égale 0, f alpha, elle est constante. En effet, si alpha égale 0 pour tout x, f0 de x, c'est en fait exponentielle de 0 fois log de x, en fait c'est 1. Donc si alpha égale 0, c'est-à-dire f de 0, c'est tout simplement la constante égale à 1. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que si alpha est strictement négatif, eh bien la fonction elle va être strictement décroissante. Pourquoi? Parce que ce qu'on a ici, c'est toujours positif, c'est exponentielle de alpha moins 1 log de x. Donc le signe de la dérivée ne dépend que du signe de alpha. Donc alpha négatif, f alpha est strictement décroissante, et alpha strictement positif, f alpha est strictement croissante. Donc voilà pour les variations, elles sont assez faciles à obtenir.
Maintenant, si on regarde les limites, alors regardons en plus l'infini. Bah, je sais que le log en plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Donc si je multiplie par alpha, bah, ça dépend du signe de alpha. Donc on a deux cas possibles. Si alpha positif, dans ce cas-là, alpha log x va tendre vers plus l'infini également. Et par composition, exponentielle de alpha log x, c'est-à-dire x puissance alpha, va tendre vers plus l'infini également, puisque l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini. Si alpha est strictement négatif, dans ce cas-là, alpha log x va tendre vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et par composition par la fonction exponentielle de alpha log de x va tendre vers 0, puisque l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini tend vers 0. Ok, donc deux comportements différents. Bon, si alpha égale 0, je ne l'ai pas rappelé, dans ce cas-là, c'est la fonction constante égale à 1. Donc bon, les limites, c'est 1, puisqu'elle est tout le temps égale à 1. Si alpha est strictement positif, j'ai une limite qui est égale à plus l'infini en l'infini. Et si alpha est strictement négatif, j'ai une limite qui est égale à 0 en plus l'infini. Regardons maintenant les limites en 0. On va encore avoir deux cas différents. En effet, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le log de x, quand x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Donc deux cas possibles en fait. Si alpha est strictement positif, bien alpha log x va tendre vers moins l'infini également. Et du coup, x puissance alpha en composant par l'exponentielle, ça va tendre vers 0, puisque l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, encore une fois, tend vers 0. Et si alpha est strictement négatif, cette fois-ci, alpha log x va tendre vers plus l'infini en 0. Et par composition par la fonction exponentielle, on va avoir x puissance alpha qui va tendre vers plus l'infini quand x tend vers 0. Et ce qu'on peut remarquer, c'est dans le cas où alpha strictement positif, j'ai une limite finie quand x tend vers 0 qui est 0. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, dans le cas où alpha est strictement positif, c'est prolonger la fonction f de alpha en 0. Donc si alpha est strictement positif, on prolonge la fonction f de alpha en 0 en posant f alpha de 0 égale 0. Et à noter que si alpha est nul, on l'a dit, hein, pour tout x strictement positif, f alpha de x, que je pourrais noter f0 de x plutôt, c'est égal à 1. Donc on va aussi pouvoir prolonger cette fonction en 0, en posant f de 0 égale 1 cette fois. Donc on prolonge la fonction f0, c'est-à-dire x puissance 0, en 0 en posant f0 de 0 égale 1. En fait, ce qui nous donne la convention qu'on connaît déjà, qui est 0 puissance 0 en fait égale à 1. Donc, par contre, dans le cas où alpha est strictement négatif, là j'ai une limite infinie en 0, donc je ne vais pas pouvoir prolonger. En conclusion, on a dit 0 puissance alpha, ça n'a pas de sens lorsque alpha est strictement négatif, on ne peut pas prolonger la fonction f alpha en 0 quand alpha est strictement négatif. Par contre, lorsque alpha est strictement positif, ben en fait 0 puissance alpha égale 0, on peut prolonger la fonction en 0 en lui donnant la valeur 0. Et enfin, lorsque alpha vaut 0, on l'a vu ici, on peut prolonger en 0 puisque c'est une fonction constante et ça nous donne la convention 0 plus 0 égale 1. Dans le cas où alpha est non nul, on a un dernier résultat qui nous dit que f indice alpha, elle réalise une bijection de R étoile plus dans lui-même et que sa bijection réciproque, c'est en fait f indice 1 sur alpha. Alors on peut le montrer facilement en fait juste en utilisant les règles de calcul. Donc en effet, si vous prenez n'importe quel alpha bêta réel, et je sais que pour tout x strictement positif, quand je fais x puissance alpha le tout à la puissance bêta, c'est égal à x puissance alpha bêta. Donc ça veut dire que ici, si je regarde f alpha de x le tout à la puissance bêta, c'est égal à f indice alpha bêta de x. Et ça, je peux encore le réécrire comme f bêta rond f alpha de x, qui est égal donc à f de alpha bêta de x. Ainsi, on a l'égalité des fonctions, on a f de alpha rond f de bêta rond f de alpha qui est égal à f de alpha bêta. Ok. Du coup, avec cette propriété, donc si je prends un alpha non nul, et si je regarde f alpha rond f de 1 sur alpha, bien d'après ce que je viens d'écrire, c'est f de
alpha sur alpha, c'est-à-dire f indice 1. Et c'est quoi la fonction f indice 1 ? C'est la fonction qui va de r étoile plus dans r étoile plus, puisque à x, elle associe x. Ok ? Donc en fait, c'est la fonction identité de r étoile plus. Et de la même manière, f de 1 sur alpha rond f de alpha, toujours avec la même propriété, c'est f1, c'est-à-dire l'identité, la fonction identité de r étoile plus. Okay, donc on a bien f alpha et f de 1 sur alpha qui sont des bijections réciproques l'une de l'autre. On va finir cette vidéo en observant un peu ce qui se passe au niveau des graphes des différentes fonctions. Alors le premier cas, le cas alpha égale 0, on a dit que f indice alpha, donc f indice 0, c'est la fonction qui va de r étoile plus dans R et qui à x associe en fait 1. Donc normalement, elle n'est pas définie en 0, c'est-à-dire qu'on devrait la représenter comme ça. Mais étant donné qu'elle vaut 1 partout, si je regarde la limite quand x tend vers 0, eh bien c'est 1. Et donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a dit qu'on pouvait la prolonger par continuité, c'est-à-dire qu'on rajoute ce point-là, en fait. On fait comme si il existait afin que la fonction, elle soit continue. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça nous donne la convention 0 puissance 0 égale 1. Regardons maintenant le cas alpha strictement positif. Déjà, ce qu'on sait, c'est que la fonction elle est strictement croissante, que la limite en 0, c'est 0, et que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors pareil, normalement, elle est définie sur r étoile plus, c'est-à-dire qu'ici, hop, je ne devrais pas avoir de point. Mais étant donné que la limite, elle est finie et qu'elle vaut 0, on a fait ce qu'on appelle un prolongement par continuité. On a prolongé la fonction en posant f alpha de 0 égale 0. En fait, c'est comme si on rajoutait ici un point de manière arbitraire, mais de sorte à ce que la fonction soit continue. Et du coup, on obtient une fonction qui est bien définie cette fois-ci en 0, la fonction qu'on a prolongée. Alors, dans le cas où alpha est strictement plus grand que 1, on a quelque chose qui se comporte de cette manière-là. Donc, pensez par exemple à la fonction carré, la fonction qui a x associe x carré. Et dans le cas où alpha, si vous prenez sa bijection réciproque, f de 1 sur alpha, eh bien on a quelque chose, du coup, comme c'est la bijection réciproque, qui va être symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x, donc quelque chose qui va se comporter de cette manière-là. Donc des exemples typiques, c'est ce que je disais, c'est f2, en fait c'est la fonction qui a x associe x carré, et sa réciproque c'est f1,5, c'est la fonction qui a x associe x puissance 1,5, c'est-à-dire racine de x. Là, on a bien une courbe qui ressemble à la racine de x. Ok, à noter qu'elles passent toutes par le point de coordonnées 1, 1. En effet, si vous prenez n'importe quel alpha réel, si je regarde 1 puissance alpha, c'est en fait par définition exponentielle de alpha log de 1. Ceci vaut 0. Donc ça me donne exponentielle de 0 qui vaut 1. En fait, ce n'est pas uniquement vrai pour alpha strictement positif, c'est vrai pour alpha égale 0 et aussi pour les alpha négatifs. Enfin, on va regarder le cas alpha strictement négatif. Donc là, on a dit que c'était l'inverse. Hein, c'était la limite en 0, c'est plus l'infini. Puis après, la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc, on a des courbes qui se comportent de cette manière-là. Si je prends alpha strictement négatif et f de 1 sur alpha, eh bien, on a des courbes qui sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. À noter que la fonction f-1, elle est réciproque d'elle-même, puisque pour alpha égale moins 1, 1 sur alpha, c'est aussi égal à moins 1. Mais alors, c'est quoi cette fonction ? La fonction f-1, c'est simplement la fonction qui a x associe x puissance moins 1. En fait, vous la connaissez déjà, c'est la fonction inverse. Okay. Donc typiquement, quand on réfléchit à un f indice alpha avec alpha négatif, eh bien vous pensez à la fonction inverse ou la fonction qui a x associe 1 sur x carré, etc. Voilà pour les fonctions puissance.